Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc spécialiste en géopolitique, donc pas encore de revendications pour cet enlèvement, mais on peut craindre le pire, sachant qu'Al-Qaïda est quand même aujourd'hui bien implanté au Yémen. Très très bien implanté, parce que d'abord l'État central est faible, sinon effondré. Aujourd'hui c'est l'anarchie qui règne au Yémen d'une part. D'autre part sur le plan géographique c'est un pays assez vaste et très montagneux et désertique, donc pour aller retrouver des gens kidnappés c'est très compliqué. Troisième point, c'est un pays où le clanisme et le tribalisme sont en train de l'emporter. Par conséquent, on ne sait jamais avec qui il faut négocier en priorité. Et puis, malheureusement, il y a une connivence très forte entre les activités crapuleuses d'une part, d'un certain nombre de tribus notamment, et les activités criminels liés au terrorisme à caractère islamiste. C'est-à-dire que les enlèvements sont faits pour le compte des djihadistes. De plus en plus. C'est vrai au Yémen, c'est vrai en Libye, c'est vrai dans le Sinaï égyptien. Et de plus en plus, vous avez, outre les trafics habituels de cigarettes, les trafics d'armes, des trafics aujourd'hui d'êtres humains, avec une montée en puissance, en quelque sorte, du prix des otages, puisque des islamistes radicaux sont très demandeurs, plus demandeurs qu'avant, auprès des trafiquants d'êtres humains. Et par conséquent, la connivence des deux vous donne une situation qui malheureusement est très inquiétante. Alors bon, inquiétante également pour les chrétiens syriens qui ont été enlevés cette semaine par Daesh, donc comme les Coptes l'ont été. Alors quel est le message de l'État islamique selon vous par rapport à ces enlèvements, ces décapitations, ces massacres de Français, de Japonais, d'Américains? Quel regard portez-vous sur cette façon, sur ce modus operandi? Alors vous avez un double message. D'abord sur la forme, ces terroristes communiquent extrêmement bien, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a toute une scénographie, et notamment une scénographie de la violence, d'une violence révolutionnaire, parfois d'un romantisme révolutionnaire avec ses cheveux au vent et ses drapeaux au vent. Et puis la manière effectivement dont vous tuez des gens et notamment des Occidentaux, eh vous savez très bien que ça va susciter l'effroi. Et il faut toujours rappeler, c'est la palissade, les terroristes cherchent à terroriser. Et manifestement, ils y parviennent très bien. Mais il y a aussi du fond. Ces gens-là sont fanatiquement racistes, antichrétiens, antisémites, misogynes et phallocrates au dernier degré, homophobes bien évidemment, et liberticides. Et par conséquent, il ne faut pas croire qu'on est seulement sur de la propagande. Ces gens-là croient réellement qu'ils vont rejoindre le paradis d'Allah s'ils continuent leurs exactions, s'ils les multiplient. J'ajoute un point important, c'est qu'ils ne cherchent pas seulement à tuer, ils cherchent aussi à mourir. Je dis bien, cherchent à mourir dans un cadre particulier, dans le cadre évidemment du martyr, donc du shahid, parce que c'est dans ce cadre-là qu'ils vont réussir à atteindre le paradis d'Allah rêvé et promis par des imams ultra fanatisés. Et par conséquent, pour exercer des pressions sur quelqu'un qui veut mourir au combat, entre guillemets, eh bien c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de pression en réalité sur lui. Alors, précisément, comment voyez-vous l'éradication possible de ces groupes d'un fanatisme total? À quelle échéance on peut imaginer s'en débarrasser? Ça peut durer des années, sinon des décennies, parce que le phénomène djihadiste, qui lui-même s'inscrit dans la montée en puissance du salafisme, le salaf, ce sont les anciens, donc autrement dit les compagnons du prophète au 7e siècle. Bon, tout un courant de pensée aujourd'hui qui souhaite revenir à une lecture archi-rigoriste, ossifiée, totalement dévoyée de l'islam, qui heureusement n'est pas du tout partagée par l'immense majorité des musulmans dans le monde. Mais si vous ajoutez à cela le désenchantement du monde dont parlait Max Weber, notamment en Occident, et cette espèce de romantisme révolutionnaire, j'y reviens, c'est très important, eh bien on peut malheureusement considérer qu'en Syrie, en Irak, peut-être en Libye ou dans une partie de l'Afrique subsaharienne et jusqu'au Pakistan, eh bien le djihadisme fera malheureusement des émules pendant encore de très longues années. Bon, on va y revenir dans un instant. On va passer au pan militaire avec le Charles de Gaulle qui est entré en action cette semaine. Pendant 2 mois, ce bâtiment symbole de la puissance militaire française va envoyer ses avions de chasse pour survoler et bombarder Daesh en Irak. La France avait déjà positionné des avions en Jordanie et aux Émirats arabes unis en septembre dernier. Avec le porte-avions, c'est un pas de plus dans la guerre contre l'État islamique qu'a fait la France cette semaine dans le cadre de la coalition internationale. Dominique Derda. Les premiers appareils ont décollé direction le nord de l'Irak. Avec l'arrivée dans le golfe Persique du porte-avions Charles de Gaulle, la lutte contre l'organisation État islamique entre dans une nouvelle phase. À son bord, 12 Rafales, 9 super-étendards et pas moins de 2000 marins, hommes et femmes. La barre est 10 à droite. La barre est 5 à droite. Le Charles de Gaulle est une véritable base aérienne flottante. Il fait route vers les côtes irakiennes. De là, les cibles potentielles ne seront plus qu'à 1 heure de vol.
Un renfort important pour les 9 Rafales basés aux Émirats depuis septembre et les 6 Mirages envoyés en Jordanie en décembre. Avec 36 avions de chasse au total, la France dispose désormais d'une force de frappe considérable au sein de la coalition internationale menée par les États-Unis. On rentre dans un espace qui a été organisé par les Américains. Et donc on a passé un mois à discuter avec eux de la façon dont on allait se brancher sur un certain nombre de circuits d'information, comme on allait occuper l'espace avec nos avions, avec notre bateau. Pas question pour le moment tout au moins de déployer des troupes au sol. S'il y a bien des conseillers militaires français à Bagdad, la capitale, et à Erbil, au Kurdistan, l'objectif avec les frappes aériennes qui vont s'intensifier est d'affaiblir les défenses des djihadistes pour permettre ensuite à l'armée irakienne de reconquérir le terrain perdu. La mission du Charles de Gaulle dans le Golfe devrait durer 1 mois, puis il mettra le cap vers l'Inde pour exhiber ces Rafales que la France espère vendre au plus vite à ce pays. Frédéric Ancel, vous avez l'habitude de dire qu'on arrête la force par la force. Est-ce que 32 pays vont suffire à arrêter Daesh? En tout cas, à l'endiguer, oui. Depuis les premières frappes américaines du 8 août dernier, Daesh a reculé sur tous les fronts. Ils ont échoué à prendre Erbil, dans le Kurdistan. Ils ont échoué à encercler Bagdad, au sud donc, de l'Irak. Ils ont échoué à s'emparer d'Alep, en Syrie. Et ils viennent d'échouer, voilà quelques jours, sur Kobané, au Kurdistan syrien. Par conséquent, il faut continuer la voie militaire face à des fanatiques absolument radicalisés est tout à fait nécessaire. Et on ne sera pas obligé d'en passer par des combats au sol à un moment donné? Alors si on veut, pour reprendre notre question centrale, les éradiquer, si. Or, on n'ira pas. Par conséquent, on va se contenter, entre guillemets, comme ça a été très bien dit dans votre reportage, de frapper par voie aérienne, ce qui est relativement efficace, et d'envoyer des commandos spéciaux, ce qui est déjà en train d'être fait. Britanniques, Américains, Français ont des hommes sur place qui mènent des opérations spéciales qui permettent d'affaiblir Daesh, mais on ne peut pas éradiquer un mouvement terroriste simplement par la voie aérienne. Alors, est-ce que tous les pays sont vraiment sur la même ligne par rapport au combat contre Daesh, tous les pays participants? Certainement pas. Le Qatar et l'Arabie Saoudite, par exemple, ont littéralement créé, c'est leur créature idéologique et parfois financière Daesh. Donc ils ont été obligés de rejoindre la coalition un peu à leur corps défendant. Pourquoi? Parce que Daesh se retournait, le golem se retournait en quelque sorte contre ses créateurs. Mais enfin, il ne participe que très marginalement. Donc on a essentiellement les Américains, les Français, les Britanniques, quelques autres pays, mais pour l'essentiel, on a encore les principaux pays occidentaux. Alors, un mot du djihadisme, de ces jeunes qui partent faire le djihad. Oui. Même si ce n'est pas significatif en termes de combattants, c'est significatif par rapport à un esprit révolutionnaire auquel ils s'accrochent. Oui, c'est surtout l'illustration de nos échecs à nous autres, pas seulement occidentaux d'ailleurs. Beaucoup d'Arabes, beaucoup de jeunes gens d'Asie centrale participent à ces... Alors pas tellement à ces combats, effectivement, on leur fait faire en général les sales besognes, on l'a vu il y a encore quelques mois, ce sont les gens qui ont fait quand même décapiter les otages. Il y a effectivement la nécessité à la fois de faire plus de pédagogie, d'éducation, d'apprentissage de la laïcité pour ce qui concerne la France, de la République, la revalorisation de l'idée de nation. C'est absolument fondamental en amont de tout ce qu'on voit en aval, c'est-à-dire une justice, une police et une armée, et des renseignements bien évidemment, qui font leur travail, qui le font de manière absolument remarquable. Mais c'est tout un panel qu'il va falloir déployer, qu'on est en train de déployer pour lutter contre le djihadisme, qui est un phénomène qui n'est pas nouveau et qui risque effectivement de perdurer de très nombreuses années. Merci beaucoup Frédéric Ancel pour cet éclairage. Merci. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Géopolitique du printemps arabe. Merci beaucoup.